En mai 1789, l'État n'a plus d'argent et la population manque de nourriture. Louis XVI est alors contraint de convoquer les États généraux, une assemblée regroupant les trois ordres, le clergé, la noblesse et le tiers-État. Eux seuls ont alors le pouvoir de lancer une vague de réformes pour sauver le pays. Pour autant, rien n'est décidé durant cette assemblée. Les États généraux, n'ayant abouti à rien de bien concluant pour les députés du tiers-État, ces derniers décident de se réunir dans la salle du jeu de paume et se proclament Assemblée nationale. Ils font alors le serment de ne pas se séparer avant de donner une constitution à la France. C'est ce qu'on appellera le serment du jeu de paume. La nouvelle de la prise de la Bastille se propage dans tout le pays et un vent de panique traverse la population. Et si la noblesse se vengeait ? L'inquiétude est d'autant plus grande que des rumeurs circulent disant que ces derniers recruteraient des brigands afin de saccager les récoltes, voire pire. De peur que cela arrive, la population se révolte et pille les propriétés de la noblesse. C'est ce qu'on appelle la Grande Peur. À la suite de la Grande Peur, dans la nuit du 4 août, les députés de l'Assemblée nationale constituante mettent fin au système féodal en votant la fin des privilèges. Les Français deviennent alors égaux en droit. Le 26 août 1789, les députés adoptent la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Inspirée des idées des philosophes et visant à mettre fin à l'ancien régime, cette dernière établit la liberté d'opinion, d'expression, mais aussi et surtout l'égalité de tous devant la loi. À notre époque, le système politique s'appuie encore sur ce texte. Si le 14 juillet, jour de fête nationale, est généralement associé au 14 juillet 1789, jour de la prise de la Bastille, il est aussi associé à la fête de la Fédération en 1790. Cette dernière célébrait l'unité nationale en réunissant des milliers de personnes d'horizons politiques différents. Sur le champ de Mars, à Paris, Louis XVI lui-même y participa en prêtant serment à la nation et à la loi. Les nouvelles lois ne plaisent pas au roi, qui reste recroquevillé à Versailles. Le peuple de Paris manque alors de pain, et un appel est lancé afin de faire part de ses revendications directement au souverain. Le 5 octobre, une foule, majoritairement composée de femmes, se rend à Versailles. À la fin de la journée, Louis XVI et Marie-Antoinette sont ramenés au palais des Tuileries à Paris par les manifestants. À l'entrée de la ville, le très populaire général Lafayette remettra au roi une cocarde tricolore, symbole de la République et future inspiration pour le drapeau national. Louis XVI ne digère pas d'être contraint de rester au palais des Tuileries et prépare secrètement une contre-offensive afin de récupérer pleinement le pouvoir. Seulement un an après avoir juré d'être fidèle à la Constitution lors de la fête de la Fédération du 14 juillet 1790. Dans la nuit du 20 juin 1791, le roi, sa femme et ses enfants fuient les Tuileries habillés en serviteurs. Mais alors que la famille s'arrête dans une auberge à Varennes, le roi est reconnu. Il est immédiatement arrêté et renvoyé dans son palais. Le 3 septembre 1791, la première constitution est adoptée. La France devient alors une monarchie constitutionnelle. Louis XVI n'est plus le roi du royaume de France, mais le roi des Français. Et il ne peut plus promulguer de lois seul, mais doit les faire voter par les députés. Suite à la mise en place de la monarchie constitutionnelle, les révolutionnaires subissent des pressions de pays soutenant la famille royale, dont l'Autriche et la Prusse, qui promettent aux révolutionnaires des représailles si le roi et ses proches sont menacés. Cela déclenche une insurrection du peuple parisien qui prend d'assaut le palais des Tuileries où réside Louis XVI. La famille royale est alors emprisonnée à la tour du Temple, mettant fin à la monarchie constitutionnelle. L'armée prussienne apprend que la famille royale a été arrêtée et décide aussitôt de se mettre en marche vers Paris. L'Assemblée nationale, qui pour la première fois dirige la France, envoie des soldats volontaires afin de stopper l'envahisseur. Les deux armées s'affrontent à Valmy, dans la Marne, le 20 septembre 1792. L'armée prussienne se retire très rapidement de la bataille, laissant la victoire aux Français. Dans la foulée, la République est proclamée, et tous ceux qui la dirigeront seront élus par le peuple. 4 mois après la proclamation de la République, le sort de Louis XVI est toujours incertain. Si certains députés souhaitent sa mort, d'autres pensent qu'il doit être épargné. C'est finalement lors d'un vote, le 18 janvier 1793, que les députés décident de la mort du roi. À une voix près, le roi Louis XVI est alors guillotiné sur place publique 3 jours plus tard. Marie-Antoinette sera quant à elle exécutée au mois d'octobre de la même année. Après la mort du roi, le pays est très instable. La France est en guerre contre quasiment tous les pays européens, et une révolte éclate même en Vendée. En politique, deux camps s'affrontent, les Girondins et les Montagnards. Certains révolutionnaires trouvent que le pouvoir n'est pas assez dur envers les opposants. Alors, de nouvelles lois sont votées. Tous ceux qui sont soupçonnés peuvent être arrêtés et à tout moment exécutés, ce qui mènera
à des milliers de personnes guillotinées. Cette période est appelée la Terreur. Après la mort de Robespierre, la situation économique du pays est fortement instable. Le 26 octobre 1795, un nouveau gouvernement s'installe, le Directoire. Composé de 5 hommes désignés par les députés, ces derniers ont pour idée de lancer une campagne de conquête de territoire afin de renflouer les caisses de l'État. Parmi ces 5 hommes, un jeune général prometteur est chargé de diriger une partie de l'armée, son nom, Napoléon Bonaparte.